Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Claude Perrault. Je suis professeur à l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie de l'Université de Montréal, où je travaille sur le développement de vaccins pour traiter le cancer. Alors, suite à l'invitation de Mme Denise Pommet, il me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats les plus récents que nous avons obtenus dans le développement de ces vaccins. Alors, il est coutumier de commencer les présentations sur le cancer avec plein de chiffres et de statistiques. Je me bornerai à suggérer à tous ceux qui veulent en savoir plus l'excellent livre de Siddhartha Mukherjee sur le cancer. C'est une mine de connaissances où on apprend que en 2021, à mon humble avis, euh, le cancer, on doit voir ça comme une condition qui fait partie de ce qu'André Malraux aurait appelé la condition humaine. Alors, l'incidence, la fréquence du cancer augmente avec l'âge. Au 21e siècle, on veut tous vivre le plus vieux possible et donc il faut accepter que le risque de développer un cancer augmente avec l'augmentation de l'espérance de vie. Ceci dit, ce que je vous dis peut sembler pessimiste, mais il faut néanmoins noter que bien que le risque de développer un cancer augmente avec les années, le risque d'en décéder, lui, diminue et diminue considérablement pour beaucoup de cancers. Au cours des dernières années, on a vu une diminution importante du risque de décès pour le cancer du sein, les cancers du sang, le cancer du poumon, le mélanome, etc. Maintenant, pourquoi est-ce que le cancer fait partie de la condition humaine et que sa fréquence augmente avec le temps? Eh bien, c'est parce que il y a des causes du cancer qu'on peut prévenir. Alors, on peut ne pas s'exposer à des carcinogènes, traiter ou prévenir des infections microbiennes, suivre les conseils de nos nutritionnistes. Ça, c'est parfait. Ça va diminuer la fréquence de certains cancers. Mais il y a des facteurs sur lesquels il est impossible de jouer. Le premier, c'est notre hérédité. Et le deuxième facteur, et de loin le plus important, c'est simplement la malchance. Parce que, vous savez, à chaque jour de notre vie, notre corps produit 330 milliards de cellules et chacune de ces cellules a un génome, donc une séquence ADN qui contient 6 milliards de lettres. Donc, à chaque jour, on doit copier 330 milliards de fois 6 milliards de lettres pour produire de nouvelles cellules. Il est inévitable que des erreurs de copie surviennent et ce sont ces erreurs de copie qui sont à l'origine de beaucoup de cancers. Ceci dit, on n'est pas des pauvres petites choses sans défense quand une cellule cancéreuse apparaît. Et un de nos principaux mécanismes de défense, c'est notre système immunitaire qui, qui a comme fonction principale de distinguer le soi du non-soi, ce qui est notre moi normal et ce qui n'en est pas. Et donc, le système immunitaire est impliqué dans la défense contre les infections et aussi, comme on va le voir, dans la défense contre le cancer. Maintenant, les plus curieux d'entre vous allez se demander, oui, mais le soi normal, c'est quoi pour le système immunitaire? Alors, prenons ces deux individus qui vous est peut-être arrivé de croiser. Alors, comment le système immunitaire de Nicole Perrault et celui de Denise Pommet définissent-ils leur soi normal? Eh bien, c'est simple. Pour leur système immunitaire, le soi normal, ce sont les protéines qu'elles avaient à la naissance, les protéines normales de leur organisme. C'est tout ce qui constitue le soi immunologique de ces deux personnes choisies au hasard. Maintenant, l'idée que le système immunitaire peut
nous protéger non seulement contre les infections, et ça, c'est un rôle qu'on lui connaît bien, mais aussi contre le cancer. Le premier indice est apparu chez la souris, où on s'est aperçu que, vous voyez sur ce graphique la fréquence de cancer. Chez des souris normales, c'est extrêmement rare. Chez des souris qui ont un déficit immunitaire modéré, dont le système immunitaire ne fonctionne pas normalement, oups, on voit que 40 développent un cancer. Et chez les souris avec un déficit immunitaire sévère, on voit que la fréquence de cancer dépasse 80 Donc, c'était la première preuve qu'un système immunitaire normal nous protège contre le cancer. La deuxième preuve, deuxième argument très convaincant, et lui vient de l'humain. Des pathologistes ont examiné des biopsies de tissus cancéreux et vous voyez à gauche de la diapositive des biopsies faites chez deux patients qu'on appellera patient 1 et patient 2. Et vous verrez que dans les deux cas, on voit des plages bleues qui correspondent aux cellules et vous voyez, cancéreuses et vous voyez plusieurs petits points bruns. Les points qui sont des cellules immunitaires qui envahissent la tumeur. Vous voyez que dans le patient 1, il n'y en a pas beaucoup de points bruns. C'est ce qu'on appelle une tumeur froide, avec peu de cellules immunitaires, qu'on appelle aussi lymphocytes. Par contre, la tumeur 2, elle, contient beaucoup de points bruns. C'est une tumeur dite chaude qui contient beaucoup de lymphocytes. Et regardez à droite le graphique de survie des patients comme le patient 1, c'est la courbe en bleu. Des patients comme le patient 2, c'est une courbe en rouge. Alors, vous voyez que quand il y a beaucoup de cellules immunitaires dans une tumeur, le pronostic est beaucoup meilleur que lorsqu'il y en a peu. Une autre preuve que le système immunitaire, puis en particulier les lymphocytes, peuvent être utilisés pour traiter le cancer, eh bien, un autre argument nous vient de l'utilisation d'une classe de médicaments qu'on appelle les stimulants du système immunitaire. Et je vous montre ici les résultats d'une étude parue très récemment dans le New England Journal of Medicine chez des patients qui avaient un cancer de l'œsophage, qui est un cancer assez redoutable. Et on voit, vous avez deux courbes, une en bleu, une en rouge. La courbe en bleu montre la survie des patients qui ont reçu un stimulant immunitaire. Et vous voyez qu'elle est nettement supérieure à la courbe en rouge, qui, elle, montre la survie des patients qui n'ont pas reçu de stimulant du système immunitaire. Alors, ceci est bien. Ceci dit, des stimulants généraux ou non spécifiques du système immunitaire, ça marche chez certains patients dans certains cancers, mais dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas. Alors, que faire pour augmenter la puissance des réponses anti-cancer par notre système immunitaire? Eh bien, à l'époque de la pandémie que nous venons de traverser, vous ne serez pas surpris que je vous dise que la meilleure façon de stimuler une réponse immunitaire, c'est par un vaccin où on présente une protéine étrangère à notre système immunitaire, qui, je vous le rappelle, a comme un mode de fonctionnement fort simple. Il tolère le soi, mais il réagit contre le non-soi, donc contre les protéines étrangères. Alors, dans le cas de notre ami, le coronavirus, trouver une protéine étrangère, ça n'a pas été très compliqué. Vous voyez à gauche ici une représentation du coronavirus avec à sa surface ces superbes protéines S, protéines spike, qui sont nécessaires au coronavirus pour pénétrer dans nos cellules. Alors, tous les vaccins que vous avez reçus ou que vous recevrez sont des vaccins dans lesquels on retrouve la protéine S du coronavirus, soit sous forme d'ARN, de vecteur adénoviral ou de protéines complètes. Alors, ça a été très simple de trouver une protéine pour vacciner pour le coronavirus. Pour le cancer maintenant,
quel antigène on doit utiliser pour fabriquer un vaccin? C'est la question à laquelle on s'est attaqué et il faut savoir d'emblée que toutes les cellules cancéreuses ont un ADN anormal. 100% des cellules cancéreuses ont un ADN anormal. Et l'ADN, sa principale fonction, c'est de fabriquer des protéines. Alors, on s'est dit, cherchons des protéines produites par l'ADN anormal des cellules cancéreuses. Maintenant, vous allez me dire, OK, mais c'est assez simple tout ça, là. Pourquoi vous ne l'avez pas développé encore, le vaccin? Ça a pris moins d'1 an pour faire un vaccin contre la COVID. Et pourquoi vous procrastinez et que vous n'avez pas encore des vaccins pour le cancer? Bien, je dirais que l'explication se trouve dans les chiffres. Le génome du coronavirus contient 30 000 lettres. Un génome humain contient 6 milliards de lettres, donc ça est 200 000 fois plus complexe. En plus de ça, le coronavirus, lui, sa séquence, et tous les coronavirus ont la même séquence, à part des changements minimes qu'on appelle les variants. Par contre, les cellules cancéreuses d'un individu et d'un autre individu sont très variables. Alors, les possibilités, le nombre de séquences d'ADN qui peuvent produire des protéines anormales est incommensurablement plus grand dans les cellules cancéreuses. Alors, pour chercher ces antigènes, on a d'abord utilisé une stratégie, je dirais, réductionniste, où on s'est dit, concentrons-nous sur la partie de l'ADN qui est la mieux connue, celle qui constitue nos gènes classiques et qui représente 2 de notre ADN. Alors, cherchons dans nos 20 000 gènes des séquences qui, dans les cellules cancéreuses, codent pour des protéines anormales. Alors, pour ça, j'ai rassemblé une équipe de rêve dans laquelle on retrouve des chimistes, des informaticiens, des immunologistes, des généticiens. Je ne les présenterai pas tous, mais soyez assurés que c'est vraiment un travail d'équipe que je vous présente et ce n'est vraiment pas le résultat d'un travail isolé. Alors, voilà ce qu'on a trouvé quand on a fait nos premières études. En cherchant la source de protéines tumorales dans l'ADN classique, on a trouvé rien. Et ailleurs dans le monde, des chercheurs avec les mêmes objectifs sont arrivés au même résultat. Je dois dire qu'on ne l'a pas bien pris quand c'est arrivé. Mais il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Alors, on s'est dit, utilisons une stratégie imparable, la stratégie de Sherlock Holmes qui dit que lorsqu'on a éliminé l'impossible, et l'impossible ici, c'était de trouver des antigènes tumoraux dans l'ADN classique, et une fois qu'on a éliminé cette possibilité, l'improbable est nécessairement vrai. Et l'improbable, c'était que les antigènes tumoraux proviennent de l'ADN non codant. Alors, de l'ADN qui n'est pas connu comme source de protéines, ADN qu'on appelle ADN poubelle. Alors, j'ai été rechercher mon équipe de rêve et là, on a dû travailler fort parce que l'ADN poubelle, on sait très peu de choses pour lui. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il ne fabrique pas de protéines que l'on connaît. C'est pas profond comme connaissance. Alors, pour l'étudier, on a développé des techniques et vraiment n'eût été de la présence de chimistes et d'informaticiens, on ne serait certainement jamais arrivé. Mais on l'a fait et en fin 2018, on a publié un premier article montrant que l'ADN poubelle était de loin la source principale de protéines cancer spécifiques, donc de protéines qu'on peut utiliser pour développer des vaccins anti-cancer. Maintenant, est-ce qu'on peut en trouver suffisamment pour fabriquer des cancers pour toute la population qui est atteinte? Alors,
en avril 2020, on a montré que oui, c'était le cas dans le cancer ovarien. Puis, cette année, on a montré que c'était le cas aussi dans la forme la plus maligne de leucémie, la leucémie aiguë myéloïde. Alors, on a trouvé des antigènes qui sont spécifiques aux cellules tumorales. Que devons-nous faire à partir de maintenant et sur quoi vont porter nos recherches désormais? Eh bien, la prochaine étape, c'est de démontrer que les antigènes que nous avons trouvés peuvent stimuler des réponses immunitaires suffisamment puissantes pour éliminer les cellules cancéreuses. Entre vous et moi, on a montré que chez la souris, c'était le cas, mais on le sait, une souris et un humain, c'est pas pareil. Alors, il faut qu'on prouve que, euh, qu'il en est de même, que nos antigènes peuvent provoquer des réponses immunitaires suffisamment puissantes chez l'humain. Et là, on se retrouve dans une situation que les Anglais appellent un catch-22, qui est bien illustré par Michael J. Fox dans un de ses films où il est à la recherche d'un emploi et on lui demande toujours s'il a de l'expérience. Et ça le frustre beaucoup parce qu'il se dit, comment voulez-vous que j'ai de l'expérience si on ne m'offre jamais un emploi qui me permet d'acquérir de l'expérience? Alors, il en est un peu ainsi avec nos antigènes. Les compagnies qui fabriquent des vaccins sont relativement peu nombreuses. On l'a vu encore lors de la pandémie, parce que la production de vaccins, ce n'est pas quelque chose de très rentable. Ça l'est devenu à partir du moment où il y avait un marché de plusieurs milliards d'individus qui voulaient être vaccinés, mais ce n'est pas le type d'entreprise qui attire l'industrie pharmaceutique, qui préfère de loin le développement de médicaments pour traiter les maladies chroniques et médicaments qu'on doit prendre tous les jours, alors que le vaccin, on le reçoit quelques fois, puis c'est fini. Alors, la barre est haute quand on veut développer des vaccins et on doit convaincre que les vaccins qu'on a sont suffisamment efficaces pour amener une rémission du cancer. Mais la seule façon de le faire, c'est là le catch-22. La seule façon de le faire, c'est de faire une étude clinique. Mais faire une étude clinique, ça coûte énormément d'argent et les compagnies sont réticentes à faire une étude clinique avant d'avoir la preuve que le vaccin va fonctionner. Alors, vous comprenez la situation apparemment sans issue, mais il y a une issue, dans laquelle on se trouve actuellement. Et ce sur quoi nous travaillons, c'est justement sur de nouvelles stratégies expérimentales pour démontrer que nos vaccins sont capables, chez l'humain comme chez la souris, de développer, de provoquer de fortes réponses immunitaires. Et on a commencé à avoir des discussions avec, et quand je dis on, c'est l'Université de Montréal, à établir des partenariats avec des compagnies productrices de vaccins. Et en passant, je ne suis pas du tout un pharmaco-économiste, mais j'ai toujours plaisir à mentionner que les découvertes qu'on a faites sont brevetées et que les brevets appartiennent à l'Université de Montréal. Donc, si jamais nous recevons des vaccins pour traiter des cancers, eh bien, il y a une partie des profits, s'il y en a, qui iront à notre système d'enseignement supérieur. Ceci dit, est-ce que la partie est gagnée? Certainement pas. Vous avez vu le scepticisme avec lequel ont été accueillis, par exemple, les vaccins contre la COVID. Et il va y avoir encore plus de scepticisme avec des vaccins contre le cancer parce que, comme vous l'avez vu, c'est plus compliqué, une cellule cancéreuse qu'un coronavirus. Et contrairement aux souris que nous avons traitées avec succès et qui sont toutes génétiquement identiques les unes aux autres, les humains sont tous différents génétiquement les uns des autres. Donc, il est vrai que nous devons nous attendre à rencontrer des obstacles associés à la plus grande diversité génétique des humains. Mais encore là,
il n'y a rien, il n'y a aucun, à notre avis, aucun de ces obstacles qui est insoluble. Et c'est ce sur quoi nous allons travailler dans les mois et les années qui viennent avec mon équipe de rêve, mes collègues de l'IRIC, que je remercie très chaleureusement. Et j'en profite pour remercier aussi mes conseillers spéciaux en pédagogie, Nicole Perrault et Guy Parent, de même que la très dynamique et généreuse Denise Pommet. Alors, merci à tous pour votre attention et à bientôt peut-être. Au revoir.